Ben Georges s'est installé en studio, alors désolé, Daniel Boucher, on va un petit peu, c'est rare qu'on fait ça, mais descendre l'intensité de la musique pour parler à Georges. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? C'est la première fois qu'on se revoit. On se revoit. Après cette campagne électorale bien mouvementée pour toi, cela, très bien menée. Très bien menée, il paraît. Alors rappelons pour les gens qui ne seraient pas au fait que tu étais candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Lévis. Voilà. C'est ça. Alors t'as pas gagné tes élections, mais t'as gagné, disons, en expérience. Je peux dire que non, moi l'impression que j'ai, c'est que j'ai gagné. J'ai gagné parce que de par l'expérience que j'ai accumulée, quand même, c'était, c'est déjà ça, la satisfaction qu'on retrouve. Vous savez, gagner ou ne pas gagner, une fois qu'on a participé à quelque chose de fort, on garde toujours un très très bon souvenir. Oui, ça, c'est vraiment mon cas. Je le ressens comme ça. Je n'ai pas une peine ou un truc comme ça de n'avoir pas gagné de toutes les façons. Sans oublier que c'était la première fois quand même, Caro, qu'on se présente à une telle élection. On est bien content. Et puis, dès qu'on a terminé, j'ai envoyé mes félicitations à Monsieur François Paradis, évidemment. Avec qui nous avons eu une série de débats quand même. Oui, vous avez quand même bien débattu. Puis il y a eu une belle campagne quand même. Une belle campagne, une belle atmosphère. Et puis ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Et puis en fait, aussi, nous avons déjà commencé la campagne de 2022. Ah oui, déjà là-dedans. Oui, mais on dit simplement qu'on va faire un travail de structure. C'est-à-dire que le gouvernement caquiste qui est en place va faire sa politique. Et nous serons très attentifs à cette politique qui va être mise en place. Parce que quand on regarde un peu les premiers pas du gouvernement de Monsieur Legault, il faut apprendre maintenant à dire Legault plutôt que Couillard. Oui, tantôt j'ai fait 2 lapsus. Nous tous on le fait. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient, évidemment, on va s'y habituer de toutes les façons. Et quand on voit les premiers pas quand même de Monsieur Legault, et quand je vois qu'il met maintenant l'accent sur un certain nombre de choses que nous avons portées avec beaucoup de force au niveau de Québec solidaire, comme l'environnement, par exemple. Là, il n'y aura pas le choix avec le rapport du GIEC. Mais oui, mais c'est ça le truc. Le truc, c'est que Québec solidaire a bâti tout un projet politique autour de la transition économique qu'on appelait avant la transition énergétique, mais on a parlé enfin de la transition économique. Pourquoi? Parce que nous voulons décarboniser l'économie que nous vivons aujourd'hui. La décarbonisation de l'économie chez Québec solidaire, c'est toute une révolution, et nous avons parlé aussi à Québec solidaire d'un changement de paradigme. Quand on parle d'un changement de paradigme, Caro, ça veut dire qu'on doit changer complètement nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons de faire des choses, et changer la décarbonisation de l'économie, c'est de penser par exemple que demain il n'y aura plus des stations d'essence telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que demain il y aura peut-être des stations de courant. Des stations de courant où on va enlever les énergies fossiles, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le charbon, et puis on va remplacer par des énergies beaucoup plus propres comme le courant naturellement. C'est-à-dire qu'on va voir avec les grands constructeurs automobiles, de voir par exemple comment on peut charger les batteries d'une voiture en 5 minutes plutôt que de le charger toute une nuit chez soi. Et les gens viendront à la station d'essence, par exemple, pour brancher leur voiture, attendre 5 minutes, et tout d'un coup, les batteries sont regonflées à bloc et partir. Mais il faut vraiment imaginer de nouveaux types d'emplois pour demain. Beaucoup plus propres, et cela est faisable. Quand on voit la révolution des médias sociaux là, hier, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, tu vois comment est-ce que les médias sociaux sont venus bouleverser notre existence. C'est incroyable. Et aussi, avec ce qui va s'en venir là, surtout avec le plan de Québec solidaire, puisque la fameuse transition économique, c'est autour de tout cela. C'est-à-dire que même les transports là, on va révolutionner. Mais nous l'avons dit, le transport en commun, on va vraiment faire des choses extraordinaires là-dessus. Mais cela ne veut pas dire, parce que quand j'avais passé une émission à la radio X par exemple, le monsieur Vince, pour ne pas le nommer, monsieur Vince Cochon m'a demandé, mais monsieur Goma, moi j'aime bien le confort de ma voiture. Vous voulez m'enlever ma voiture? M'a dit, mais non, ce n'est pas l'idée d'enlever là. Nous aurons toujours nos voitures, mais simplement que nos voitures ne vont plus rouler aux énergies fossiles. Vous aurez le confort de votre voiture. Il n'y a pas de problème à ça. Québec solidaire n'a jamais dit aux gens que voilà, on va faire disparaître la voiture. On va réduire l'influence et la place de la voiture à travers un plan
formidable et ambitieux de transport en commun qu'on va améliorer. Ça ne sert pas de construire de nouvelles routes à ne pas en finir, parce que les routes que nous avons là nous permettent, n'est-ce pas, de relier les villes aux autres. On va sécuriser ces routes-là et on va électriser ces routes-là. On va imaginer des possibilités que les poids lourds auront à se charger de nouvelles énergies plutôt que de mettre du mazout tout le temps dans leur voiture. Ouais. C'est ça, évidemment, le plan de transition économique chez Québec solidaire et le changement de paradigme dans la pensée même des choses. Bon. Et ça, c'est formidable. Et là, est-ce qu'on change le nom de la chronique, Georges? Est-ce qu'on parle, tu vas nous parler écologie ou... Non, mais ça c'est l'expérience que j'ai eue quand même. On revient sur ça. Mais comme on l'a dit, on va faire une chronique quand même, une série de chroniques, Caro, sur l'expérience évidemment que j'ai vécue et en lien avec l'Afrique, parce que c'est chronique d'Afrique noire et les gens sans oublier que Georges Goma vient d'Afrique et est très très fier du Congo, de l'Afrique. D'ailleurs, vous avez eu un beau prix Nobel de la paix. Ah, en plus, j'aimerais que tu m'en glisses un mot. J'ai pensé à toi, je disais un médecin congolais. Mon Congolais, enfin, absolument. Mais ça, c'est formidable. Voilà un monsieur. Et ce prix Nobel de la paix est vraiment, ça lui va vraiment, parce que le réparateur des femmes violées, violentées, pendant les guerres incroyables. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui ici de redire encore les choses. Mais la guerre qui se passe en République démocratique du Congo et en Afrique d'une manière générale, on l'a montré, on l'a démontré, que ce sont des guerres, finalement on peut même parler des guerres mondiales africaines. C'est des guerres mondiales africaines parce que derrière, il y a toujours un enjeu. Le même enjeu, c'est toujours le même enjeu. Si c'est pas le pétrole, ce sont les minerais, c'est le cobalt, c'est le coltan. Mais aujourd'hui, les téléphones mobiles que nous avons, les téléphones intelligents, que tout le monde a, incroyable, qui a envahi notre vie d'une manière incroyable, où les providers de téléphones se font un pognon incroyable. Mais quand on voit derrière, ou bien avant, qu'est-ce qu'on trouve dans l'obtention du minerai en question? Mais c'est la guerre encore. C'est des petits-enfants qui vont pas à l'école, mais qui sont là dans les mines et qui crèvent, qui vont... Attends, les enfants de 3, 4, 5 ans dans la mine en train de tirer un peu ce coton-là et qu'on va envoyer en Occident pour faire ces téléphones où les gens vont se faire du pognon. Mais je pense qu'il est temps maintenant qu'on essaie de faire un peu marche arrière. Et ce médecin-là, qui répare les femmes violées, violentées, par le fait même de la guerre qui produit, n'est-ce pas, de la richesse aux autres. Mais franchement, on ne pouvait pas mieux penser que de lui attribuer ce prix Nobel de la paix. Ouais. Parce qu'il a bien expliqué, hein. Il ne s'arrête pas à violer les femmes, mais on les violente avec des instruments contondants. C'est-à-dire qu'on peut casser, n'est-ce pas, une bouteille de verre et enfoncer dans les organes sexuels de la femme. C'est trop fort, ça. Et je pense que ce monsieur-là mérite le prix Nobel qu'on lui a attribué. Et ça, ma foi, on est toujours dans la chronique d'Afrique noire, hein, Caro. Je voulais le souligner parce que je me suis dit c'est quand même important. Il leur très important, une jeune prisonnière, une jeune esclave sexuelle aussi. Et puis c'est quand même, je sais pas ce que ça va changer au Congo. Alors, on voyait les gens qui étaient bien heureux. Est-ce que ça va changer les mentalités? En tout cas, ça va faire avancer les choses. Caro, pour que ça change, il suffit. Ce n'est pas simplement de le professer, de le dire, mais il faut qu'il y ait un courage politique à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait une action politique à tous les niveaux, c'est-à-dire pas seulement au Congo, mais aussi à l'extérieur du Congo. Il faut que les Nations Unies, il faut que la communauté internationale puisse prendre conscience de ce fait-là et puisse enclencher des actions qui permettraient avant tout à instaurer la démocratie dans ces pays-là, parce que plus il n'y a pas de démocratie, plus on aura des cas comme ça. On ne peut pas imaginer un seul instant que ça se passe ici au Québec, parce que nous avons la chance d'avoir la démocratie. Tant que l'Afrique ira mal, mais le monde entier ira mal. Il ne faut pas penser qu'il suffit d'aller en Afrique, prendre les minerais et puis venir les transformer ici et se dormir sous ses lauriers en pensant, et voilà encore les Africains qui n'ont rien compris, qui sont dans les guerres civiles. Mais c'est pas des guerres civiles, parce que les Africains sont très très communautaires avec les voisins les uns et les autres. Les ethnies cohabitent toujours ensemble. Mais maintenant, évidemment, quand on vient prendre des trucs, on divise pour régner. Au fond, c'est le vieux principe de diviser pour régner.
Donc, le truc, il est là. Il est plus que temps. Avec les changements climatiques, on s'attend aussi à la transhumance humaine aussi. Hein? Les villes qui vont disparaître complètement. Et à Québec solidaire, Caro, à Québec solidaire, c'est clair et net qu'on va réduire de 45% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et à l'horizon 2050, aller à 100% de réduction. Mais ça, c'est quand même ambitieux. Les gens rigolent sur notre gueule quand on parle de ça. Attends, on est dans notre confort quotidien. Le confort quotidien, c'est de penser que non, ils sont en train de raconter des histoires. Le monde ne va pas changer, le monde se porte bien, les saisons, l'échelonnement des saisons est toujours là. Mais ça, c'est se tromper. C'est se tromper. Oui, on l'a vu de toute façon avec ce rapport de près de 800 pages, de 200 experts du GIEC, un organe des Nations Unies qui nous explique bien que de toute façon, on n'a pas le choix. Ou si on le fait pas, il y aura des problèmes conséquents. Caro, mais c'est clair et net, il faut que les gens, une fois de plus, aillent au-delà de la partisanerie, c'est-à-dire des enjeux de parti. Il faut que les gens, nous sommes, tu sais, un copain après ma campagne, un copain, quand il a vu un peu ce qu'on a fait quand même à Lévis, il faut pas oublier, si je veux le rappeler aux gens, nous étions 4e à Lévis, hein, et quand je vois les chiffres de la dernière élection, c'était 2600 voix ou 1600 voix, un truc comme ça, mais nous avons quand même ramené le parti à Lévis à la 3e place, à quelques encablures seulement des libéraux, c'est-à-dire il manquait très peu pour que nous dépassions les libéraux, parce que l'écart c'est de 900 voix seulement. C'est pas beaucoup, quoi, tu vois. Donc nous avons quand même, on se rend compte que finalement on a fait quelque chose, on a planté quelque chose. Mais la graine qu'on vient de planter à Lévis là, c'est pas nous qui avons planté, hein. Je peux citer le docteur Yves Bonnier qui était le premier candidat et madame Valérie Kyoto qui était également, qui ont planté cette graine là et que nous venons arroser progressivement. Demain, si c'est pas moi, ça sera une autre personne à Lévis aussi. Hein? Personne n'a le monopole de la candidature dans Lévis. S'il y a une autre personne qui vient dans 4 ans, nous allons soutenir cette personne-là pour conforter, n'est-ce pas, le grain, évidemment, qu'il faut arroser pour que les idées de Québec solidaire puissent, n'est-ce pas, s'asseoir, non seulement à Lévis seulement, mais dans toutes les Chaudières-Appalaches, parce que nous sommes partis du principe que on va faire de Lévis la capitale d'une région qui sont la Chaudière-Appalaches. Et que dans 10, 15, 20 ans, nous traverserons les ponts là pour venir à Québec en villégiature, mais pas forcément pour venir travailler, pas forcément pour venir faire des études, pas forcément pour venir se soigner, parce que dans la rive sud, on aura développé, n'est-ce pas, des infrastructures nécessaires et que ça doit être transformé comme un centre d'attraction économique dans toute chose, voyez. Et bon, ça, Georges c'est tout est encore en ambitieux. Campagne, là, Georges. C'est fini, ben là. oui, hein, c'est pas fini. C'est dans 4 ans. Non, c'est pas fini, mais je fais des blagues. Fini. Mais bien je sûr, sais bien, Georges, Caro, encore. Mais là, Georges, t'es militant jusqu'au bout des doigts, là. Alors, oui, l'Afrique noire, le Québec, Québec solidaire, c'est un engagement, beaucoup d'engagement, là. Beaucoup, non, mais c'est 2 engagements en non-engagement. Tu sais, finalement, quand je regarde très bien, il y a 2 femmes dans ma vie. Il y a 2 femmes dans ma vie. Il y a ma mère et il y a aussi mon épouse. Et l'Afrique, le Congo, c'est ma mère qui m'a vu naître, que je ne peux pas renier. Mais le Québec, c'est l'épouse que j'ai eue, avec qui je veux rester jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ce sont ces 2 femmes qui me semblent très, très importantes, puisque tu poses la question de cet engagement, double engagement. Eh bien, ce sont les 2 femmes de ma vie. Voilà. Celle qui m'a vu naître, le Congo, et celle que j'ai choisie, le Québec, et pour qui je voudrais vraiment servir jusqu'au bout de mes forces. Alors, Georges, j'aimerais t'entendre un peu parce que, bon, là, évidemment, M. Legault va nommer son conseil des ministres la semaine prochaine. On a une bonne idée de qui va se profiler où. Mais déjà, la semaine dernière, je sais pas si on peut dire qu'ils se sont mis les pieds dans les plats en parlant d'immigration, mais quand même, j'aimerais t'entendre un peu sur le sujet qui a dû te heurter un peu parce que... Oui, bien sûr. Bon, c'était quand même
les valeurs de laïcité, tout ça, ça a ses limites. Et puis, c'était... oui. De toutes les façons, dans la série qu'on va mettre en place, je pense quand même qu'on va revenir un peu sur la question de l'immigration, que je trouve a été escamotée durant toute cette campagne-là. Et alors que j'avais espéré que ce débat-là devait être traité de la manière la plus rigoureuse qui soit, mais malheureusement, il n'en a pas été. Et notamment, puisque tu parles de Monsieur Legault, évidemment, on comprend très bien la carence de connaissances que Monsieur Legault a par rapport à la question de l'immigration, par rapport à ses premières déclarations. Et si un autre Premier ministre a une connaissance assez rabougrie, n'est-ce pas, des questions liées à l'immigration, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de mettre de côté le potentiel ou les potentialités de l'immigration qui sont réelles, parce que on peut pas d'un côté frapper sur l'immigration et de l'autre côté crier à la pénurie de la main-d'œuvre, dont on sait très bien que cette pénurie de la main-d'œuvre ne peut être résolue qu'en faisant appel à l'immigration. C'est clair et net, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, mais il y a un rapport étroit entre les naissances, entre les gens qui travaillent et les gens qui vont en retraite. Il y a un rapport étroit là-dessus. Quand on commence à travailler de 18 à 65 ans, pour prendre un peu cette tranche-là, mais il faut savoir que c'est eux qui font l'économie. Ce qui veut dire que pour que le gouvernement puisse faire son travail, les moyens de faire son travail, les programmes dont nous avons besoin, mais il faut qu'il y ait beaucoup de gens en train de travailler. Plus les gens vont travailler, plus l'économie va se sentir bien. Et la croissance aussi, la meilleure croissance qui soit, c'est celle que l'on obtient à partir de la consommation des ménages. Et quand les ménages consomment très très bien, ça enclenche la croissance et qui permet à la société d'avoir une aisance financière. Mais imagine-toi un peu qu'avec le vieillissement de la population, qu'il y ait demain, puisque c'est déjà commencé là, nous tous, nous sommes nés dans les années 60, nous sommes déjà les baby boomers là, on est des baby boomers qui deviendront bientôt des papy boomers là, c'est ça. Alors, donc s'il y a un grand déséquilibre entre ces personnes âgées et les gens qui travaillent, peu de personnes, mais comment on va payer leur retraite? Puisque la retraite, c'est deux principes, Caro. Soit la répartition, soit la capitalisation. Avant, c'était la capitalisation, c'est-à-dire que chacun travaille pour mettre un peu d'argent de côté pour assurer ses vieux jours. Mais la capitalisation est dangereuse parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre l'argent de côté. Si on n'arrive pas à joindre les deux bouts déjà, comment on va mettre l'argent de côté pour ses vieux jours? Alors, ça ressemble à une réalité là c'est déjà. Une réalité toute déjà. Une génération qui qui n'a rien. Et puis la capitalisation court le risque des mouvements de la monnaie. Si la monnaie clash, tu perds tout. Alors on a inventé l'autre système qui est la répartition. La répartition est basée sur un principe de la solidarité entre les générations. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui payent des taxes pour qu'on paye les retraites de ceux qui ont travaillé hier. Ça, c'est le système qui est à l'abri des mouvements de la monnaie et ainsi de suite, où on se soutient les uns des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous dans notre société sera à un moment ou un autre le débiteur de chacun des autres. Ça, c'est clair et net. Donc voilà le système là, il faut qu'il y ait des gens en train de travailler. Mais comme aussi il y a la baisse de la natalité, pas de la fécondité, les femmes québécoises sont très fécondes, mais il y a la faiblesse de la natalité. C'est-à-dire en dehors malgré cette belle fécondité, mais la natalité ne suit pas. Ce qui veut dire que la base de la pyramide des âges va se rétrécir davantage. Ce qui veut dire on l'a vu venir, mais on fait pas grand chose. On n'a fait pas. Voilà. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Mais ça fait longtemps mais on fait rien. C'est pourquoi nous voulons un gouvernement solidaire pour prendre, n'est-ce pas, le courage de mettre en branle tous ces programmes. C'est ça, Caro. Sinon, le problème se posera. Donc, M. Legault a tort, je le dis clairement, qu'il a tort de n'avoir pas vraiment était bien instruit sur la question de l'immigration et sauter sur le renvoi. Il est allé même jusqu'à prononcer le renvoi. C'est peut-être un peu rapide. C'est un peu trop rapide, mais en politique, on peut pas faire ce genre d'erreur-là. Là, tu es frappé, quoi. Tu es frappé sans autre forme de procès quand tu fais ce genre de... Même s'il est revenu un peu en arrière, le mal a déjà été fait. Mais maintenant, il faut voir la volonté politique, le courage politique qu'il y aura. Parce que le solde naturel est négatif, alors il doit être
compensé par le solde artificiel qui est l'immigration. Une immigration choisie, hein, je reviens encore là-dessus. Là, une immigration choisie, Caro. C'est on pourra revenir là-dessus sur la série qu'on va mettre en place. Oui, là. on mettra ça en place tranquillement. Puis, et puis on parlait un peu tranquille, en avançant quand même des éléments de rigueur. Pas en parler avec émotion, parce qu'il faut pas oublier que le Québécois, malheureusement, prend la question de l'immigration avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de subjectivité. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra dans nos prochaines chroniques, Georges, parce que c'est passionnant de t'écouter comme toujours. Tout à fait. Je vois que la campagne électorale t'a pas trop épuisé, ou en tout cas t'as refait le plein d'énergie. Il y a encore le punch là. Merci beaucoup, Georges. Merci, Caro. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et on se retrouvera dans 2 semaines. Absolument. Merci, Caro. Au revoir. Voilà, je remercie mes invités de ce matin. On a parlé à Jacques Gautreau qui nous parlait de l'école de l'ONF.